Bonjour et merci à tous d'être encore avec nous cet après-midi. Nous allons donc commencer cet après-midi sur le traitement scientifique de traitement de l'information scientifique, Et je vais laisser tout de suite la parole à Israël Nizan. Oui, la crise de Covid, parmi toutes les modifications qui ont été introduites dans notre société, a fait faire une irruption incroyable de l'information scientifique à la table de la salle à manger. La lecture critique d'articles qu'apprennent les étudiants en médecine difficilement nous a fait oublier, et a fait oublier à beaucoup, que cette information scientifique, pour la comprendre, la connaître, il s'agit d'un véritable métier. Le métier qu'on appelle le métier d'épidémiologiste, et tout le monde ne peut pas s'improviser épidémiologiste. Alors, je sais bien qu'il y a 66 millions de procureurs dans notre pays. Eh bien, il y a aussi 66 millions d'épidémiologistes et en même temps 66 millions de virologues. Donc, on s'est retrouvé pour la première fois depuis qu'on regarde l'histoire des sciences à voter sur l'efficacité d'un traitement, chose complètement aberrante. Et il nous a semblé utile d'expliciter comment se traite l'information scientifique et comment on peut arriver à avoir un consensus, parce que au bout du bout, la vérité finit par s'imposer. Même si pendant quelque temps, les différents votes et les différentes opinions des uns et des autres peuvent s'imposer à celui qui crie le plus fort, au bout du bout, une certaine forme de vérité s'impose. C'est la vérité scientifique, qui d'ailleurs peut être remise en question au bout d'un certain temps, quand l'observation scientifique nous amène à considérer que la théorie précédente était imparfaite. Pour parler de l'information scientifique, nous avons réuni une table ronde faite de chercheurs dans des domaines différents. Hervé Schneeweiss est président du comité d'éthique de l'INSERM, auquel il m'a convié de participer. Il est en même temps neurobiologiste et directeur du laboratoire de neurosciences de Paris-Seine. Et donc, merci Hervé Schneeweiss d'être présent parmi nous. Christine Dosquet est médecin hématologue, présidente du comité d'évaluation éthique de l'INSERM, très versée dans l'interprétation et la lecture des travaux scientifiques. On pourrait dire qu'on ne la lui fait pas. Elle sait regarder un travail scientifique et l'analyser, le critiquer. Et on verra comment tout à l'heure. Aurélien Benwalid, président du Forum européen de bioéthique et neurologue, est très habitué également à la lecture d'articles. Enfin, remplaçant Priscille Rivière qui n'a pas pu nous rejoindre, le docteur Florian Zorès, qui est cardiologue, spécialiste de l'insuffisance cardiaque, et lui aussi très versé dans l'analyse du travail scientifique. Voilà une table ronde qui promet d'être profitable pour tous ceux qui s'intéressent à faire autre chose que de l'opinion au doigt mouillé dans le vent. La science ne supporte pas l'approximation, et parfois même un scientifique qui mène un travail lui-même de recherche, qui fait un essai thérapeutique, et je me souviens que ça m'est arrivé d'être archi convaincu de la validité de l'hypothèse que j'avais émise et d'être trompé par les premiers résultats d'une étude. Et là, ça nous est arrivé à l'échelle mondiale. Et donc, c'est important de savoir comment se traite l'information scientifique, qu'est-ce qu'une vérité scientifique, qu'est-ce que c'est que valider une méthode scientifique. Et pour commencer, je vais donner la parole à Hervé Schneeweiss, président du comité d'éthique de l'INSERM et neurobiologiste. Hervé, tu as la parole. Merci beaucoup Israël pour cette invitation. Alors, on peut se demander en quoi un neurologue d'une part, neuroscientifique et d'autre part président d'un comité d'éthique est habilité à parler de cette question de l'information scientifique ou de la communication scientifique.
Je pense que l'invitation, elle vient du fait que l'INSERM, dans sa journée annuelle, en 2019, a centré cette journée sur l'information scientifique. Et je revois les gens intéressés vers les vidéos qui ont été faites à cette occasion, où vous verrez comment on aborde les questions éthiques liées à la construction de l'information scientifique, on va y revenir, comment au niveau d'une équipe de recherche, qu'elle soit scientifique, fondamentale ou médicale, on élabore les résultats et on en fait une publication scientifique et probablement on débattra de la qualité des publications scientifiques. Entre un journal et un autre journal scientifique, tous ne se valent pas. Ensuite, il y a la manière dont cette information scientifique elle est transmise et ensuite dont elle est disséminée, diffusée dans les médias. Alors, en quoi c'est une question éthique ? Eh bien, on doit toujours rappeler que Paul Ricoeur, définissant l'éthique biomédicale, nous disait « À l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit ». Et l'information scientifique, elle est caractéristique de cette éthique biomédicale, puisque en travaillant en tant que chercheur, j'affirme ma liberté, mais le résultat, il est pour augmenter la liberté de l'autre, pour l'informer, pour élargir son champ de vision. Et puis, en tant que comité d'éthique institutionnelle, on se doit de reprendre une autre parole de Paul Ricoeur, la visée de la vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors, cette crise du Covid, elle nous a impacté de façon directe. Elle nous a impacté de façon directe dans la construction du fait scientifique. Je laisserai Christine Dosquet, avec qui nous avons écrit sur l'éthique de la construction d'un article scientifique, élaborer un peu plus ensuite. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que la vérité scientifique en tant que telle, surtout dans un contexte d'incertitude, avec un nouveau virus, avec toute l'ignorance qui est tournée autour de ça, c'est d'abord une affaire plurielle. Une affaire plurielle au sens où, tu as dit, Israël, qu'on était 66 millions d'épidémiologistes ou de virologues. On est surtout, si on veut faire avancer ces questions, une équipe qui combine des gens spécialistes de la biologie moléculaire, des gens spécialistes de la virologie. Ce n'est pas la même chose, même si un virus comme le Covid à ARN est composé, comme c'est dit, d'ARN. Il faut aussi des infectiologues, on est dans une étape plus élaborée. Il faut aussi des épidémiologistes, des immunologistes, etc. Donc, il y a une construction du fait scientifique qui doit être comprise comme plurielle, qui se base sur des données antérieures. Certes, le SARS-CoV-2 est un virus nouveau, mais il appartient à une famille, les coronavirus. Il ressort d'un certain type de virus, les virus ARN. Et c'est bien grâce à tout le travail précédent sur la biologie moléculaire qu'il a été possible en quelques semaines seulement d'identifier ce virus, d'en connaître la séquence, de pouvoir développer les tests de type PCR pour pouvoir diagnostiquer ce virus. Donc cette pluralité de l'expertise est quelque chose qui est essentiel. Ce qui est essentiel aussi, c'est la notion de controverse scientifique. Dans le processus d'élaboration d'un fait scientifique, on est toujours avec « je dis quelque chose à partir des résultats que j'observe, à partir d'une méthodologie que je mets en œuvre, et c'est sous l'œil des pairs, sous l'œil des collègues, que cette méthodologie est analysée, critiqués, que les résultats obtenus sont analysés, critiqués, et c'est ça le moteur de cette controverse scientifique qui est au cœur même de la production de faits scientifiques. Si
ce que vous avez trouvé comme résultat est validé par les autres, cela devient un fait scientifique. Si la fiabilité des méthodes ou des résultats obtenus, parce que vous n'avez pas recommencé suffisamment de fois l'expérience pour qu'elle soit fiable, parce que vous avez utilisé des méthodes critiquables, eh bien, les choses ne sont pas faites. Et ce que l'on est en train de dire pour le virus sera également important pour ce que nous sommes capables de dire sur le vaccin. Donc le premier principe, et il a été reconnu par tous, c'est que dans la situation d'incertitude où nous sommes, premièrement le reconnaître, ne pas dire « je sais », on a trop vu sur des chaînes YouTube ou à la télévision, sur des plateaux, des sachants qui ne sachaient rien. Donc, savoir dire que nous sommes dans une situation d'incertitude où nous ne savons pas. Dire que la crise sanitaire a mis en lumière que la recherche devait être pluridisciplinaire, j'ai déjà mentionné autant, et pluridisciplinaire aussi sur le plan technologique. On a vu que pour aborder la crise sanitaire, il n'y avait pas que des questions de virologie, il y avait aussi des questions de masques avec la constitution des masques, il y avait aussi des questions de ventilateurs, il y avait des questions d'anticorps monoclonaux, bref, toute une flopée de collègues à mobiliser, et c'est comme ça que se passe la science aujourd'hui, c'est une science plurielle. Deuxième évidence, sans les faits scientifiques, il n'est pas possible de construire une politique sanitaire. Et comme tu l'as déjà dit, Israël, on a trop vu de gens communiquer leur opinion qui n'était validée par rien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut constater que cette crise a aussi été le lieu d'une révolution, celle qu'on appelle la science ouverte, la communication ouverte. On a vu se multiplier, pour le meilleur et pour le pire, on en reparlera, ce qu'on appelle la publication en pré-print, c'est-à-dire dans des archives ouvertes. Les équipes ont déposé des centaines d'articles qui ont permis que, alors on va dire que traditionnellement, pour qu'un article scientifique soit publié, il faut d'abord qu'il ait été critiqué par les pairs et qu'il ait été validé, et souvent les pairs réclament de nouvelles expériences, et tout ça provoque un délai assez long. Avec une critique par les pairs a posteriori. Du coup, la validité du fait est plus fragile, puisqu'il faut attendre que d'autres disent « ben oui, je retrouve la même chose » ou « je ne retrouve pas la même chose », mais évidemment, la rapidité de mise à disposition de l'information a été beaucoup plus rapide, et cette révolution de la science ouverte, cette révolution de la publication ouverte, elle était déjà à l'œuvre avant la crise, mais je pense qu'elle va être accélérée de façon énorme après la crise. Alors je terminerai en disant que le comité d'éthique de l'INSERM a récemment publié à la fois une note et une tribune dans Le Monde le 15 décembre sur l'information scientifique dans le contexte des vaccins. Les grands principes, c'est de rechercher et d'assurer la transparence, l'impartialité, la clarté et la diffusion en temps utile des informations sur les bases scientifiques, les essais, en établissant des mécanismes pour clarifier, publier et mieux encadrer les conflits d'intérêts. Parce que les scientifiques sont comme les autres, ils peuvent être pris dans des tissus de liens d'intérêt qui, à certains moments, peuvent devenir des conflits d'intérêt. Et ces conflits d'intérêt ne se limitent pas aux relations avec l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'on en rediscutera en fin d'après-midi. Et puis, il faut veiller à ce que cette information, elle soit à disposition. Et elle soit à disposition pas que de ceux qui savent ce que c'est qu'un ARN, ou il faut qu'elle soit à la disposition des différents publics. Et l'information, elle doit être complète. Elle doit porter sur les produits de la recherche, bien sûr, mais elle doit aussi porter sur les différents autres aspects d'une politique vaccinale. À partir de là, on voit bien les enjeux. Les enjeux, ils sont de combiner incertitude et production de connaissances. Et les enjeux, ils peuvent être d'ordre sociétaux. On a des gens qui nient toute capacité de progrès scientifique et du coup qui vont être des anti-vax par définition, des propagateurs de fausses nouvelles,
il y a une méfiance qui est dramatique, nous l'avons vu dans le pays. Mais il y a aussi des obstacles d'ordre éthique. Comment garantir à tous que les produits développés et les données scientifiques correspondantes seront disponibles? Qu'est-ce que tout un chacun comprend de l'efficacité d'un vaccin à 59% versus 70% versus 95%? Est-ce que c'est important en termes individuels? Non, on se vaccine pour soi, mais surtout pour protéger les autres. Et du coup, si on a une échelle populationnelle, plus que 50% est largement suffisant. Mais encore faut-il l'expliquer. Et il faut être capable de répondre à toutes les questions que se posent les gens de façon légitime sur l'efficacité des vaccins, sur les composants qui sont associés à ces vaccins pour les rendre plus efficaces, qu'on appelle traditionnellement les excipients, sur la manière de faire le vaccin, la piqûre, qui fait le vaccin. On n'a pas la même confiance dans son médecin ou dans une personne inconnue. Bref, il faut être à l'écoute et parfois pour des sachants qui pensent savoir, se remettre à l'écoute et se remettre à disposition est une position humaine d'humilité, consubstantielle à la science, mais qu'il faut parfois rappeler et qui est aussi une dimension éthique fondamentale dans la communication de l'information scientifique. Merci de m'avoir écouté et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci Hervé, on reviendra vers toi pour aller un tout petit peu plus dans le détail, mais on pourrait déjà y aller avec Christine Dosquet sur c'est quoi une information scientifique, comment traite-t-on l'information scientifique, quel est le mécanisme de construction d'une information scientifique. Christine, tu as la parole. Israël, merci beaucoup et de toute façon merci beaucoup pour cette invitation et je vais commencer par rebondir sur les dernières phrases d'Hervé et effectivement je pense qu'il est essentiel de se souvenir toujours quand on est médecin et quand on est scientifique et encore plus quand on est les deux que le doute et l'humilité sont des qualités essentielles de notre activité. Alors, pourquoi est-ce que Israël m'a invité ? En pratique, l'INSERM a deux comités d'éthique. D'une part, le comité de réflexion éthique préside Hervé, et d'autre part, le comité d'évaluation éthique, qui est un comité que je préside, qui est un comité d'éthique de la recherche, dont la fonction est de rendre des avis sur des projets de recherche. Mais rendre des avis éthiques sur des projets de recherche, c'est aussi, et en premier lieu, se poser des questions sur la qualité de cette recherche, puisque une recherche qui n'est pas une recherche de qualité ne peut pas être éthique. Il n'y a pas de raison de demander à des participants de participer à une recherche si la qualité des résultats de cette recherche est mise en cause d'emblée par la qualité de cette recherche. Donc les chercheurs qui nous soumettent des recherches sont souvent très étonnés que notre comité leur pose des questions méthodologiques. Donc effectivement, la pédagogie est de leur expliquer que la qualité de leur recherche est la première étape pour que la recherche conduise à des résultats de qualité. Donc effectivement, le comité est extrêmement habitué à voir les projets, non pas au stade de leur publication. Un certain nombre de chercheurs sont très reconnaissants et nous envoient des publications ultérieurement, mais en règle générale, nous ne voyons pas les publications, nous voyons les projets en amont de la recherche. Et effectivement, la construction, les objectifs, la méthodologie pour répondre à ces objectifs, et ensuite, bien entendu, l'organisation de la recherche vis-à-vis des participants, et donc la protection de leurs échantillons biologiques, la protection de leurs données, la qualité de l'information, le processus de consentement sont des éléments essentiels à construire une recherche de qualité.
Et effectivement, la construction d'une recherche de qualité est la première étape de publication de qualité sur lesquelles vont s'appuyer ultérieurement les médecins, les scientifiques et la société tout entière. C'est particulièrement vrai, c'est vrai toujours, mais comme d'habitude, les crises sont des révélateurs, et effectivement, c'est particulièrement vrai maintenant. Donc, avoir des résultats solides, non seulement sur les vaccins, mais sur les différentes thérapeutiques du Covid-19, est absolument essentiel pour tout le monde. Et effectivement, la qualité de l'information est essentielle. Donc, effectivement, Hervé a fait allusion tout à l'heure à un article que nous avons co-signé au mois de mars ou avril, je ne me souviens plus, avril je pense, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, effectivement, qui posait les bases d'une information scientifique de qualité à partir de projets cliniques établis sur des bases solides. Et effectivement, quand un médecin prescrit un médicament, il est extrêmement important qu'il sache s'il est dans un protocole de soins, il prescrit son médicament, ou s'il est dans un protocole de recherche. À partir du moment où on prescrit le médicament, tout en se posant une question sur la démonstration de l'efficacité de ce médicament, on n'est plus dans un protocole de soins, on est dans un protocole de recherche. Donc là, on est en train de rentrer dans les entrailles des projets à partir desquels vont être écrits un certain nombre de publications sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et effectivement, de la même manière, donc la réflexion éthique au cœur de la réflexion scientifique est un atout essentiel pour la qualité de la recherche et la qualité des publications qui vont reposer sur cette recherche, ce qui est particulièrement important en temps de crise. Et le fait d'être dans une situation d'urgence ne doit pas faire abolir, au contraire, nos règles de fonctionnement habituelles. Et ceci est extrêmement important. Il faut aller vite, mais il ne faut certainement pas brûler les étapes de façon inconsidérée. Et je passe la parole à mes collègues de cette table ronde. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail avec Florian Zorès, qui est cardiologue et qui a passé une partie de sa nuit, semble-t-il, à dépioter les derniers articles sur les médicaments efficaces en matière de Covid. Et il faut passer beaucoup de temps. Tout à l'heure, Hervé Schneeweiss disait « les revues ne se valent pas toutes ». Eh bien, même en cette période si troublée, on a vu des très bonnes revues, Hervé, se traîner dans la rigole des mauvaises revues, avec une perte de confiance jusque et y compris à des revues comme le Lancet, qui avait la réputation d'être extrêmement sérieuse. Donc il faudra revenir peut-être tout à l'heure sur cette question des bonnes et des mauvaises revues, en sachant qu'une revue qui est bonne peut, par temps de crise, comme nous y sommes, devenir épisodiquement mauvaise. Mais je donne la parole à Florian Zorès pour qu'on rentre un peu plus avant dans qu'est-ce que c'est lire un article scientifique. Merci beaucoup, oui. Alors oui, effectivement, j'ai passé une partie du début de nuit à lire le préprint, pour revenir à un terme qui vient d'être employé, de l'étude canadienne sur la place de la colchicine dans le traitement de la Covid. Alors, justement, cette histoire toute récente qui nous rappelle ce qui s'est passé il y a presque un an avec l'hydroxychloroquine est un peu l'illustration de ce qui se passe depuis l'émergence de ce virus, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de communication par communiqué de presse
de la part d'équipes convaincues, probablement de bonne foi, qu'elles ont trouvé le traitement miracle ou fait une avancée majeure. Et le communiqué de presse est un peu l'antithèse de ce qu'est une publication scientifique. C'est-à-dire le communiqué de presse est là pour attirer l'œil, communique des résultats partiels, n'est pas revu par les pairs. Et du communiqué de presse dithyrambique de ce week-end sur l'efficacité de la colchicine, on est arrivé à un préprint publié hier dont la lecture attentive laisse à penser que la colchicine, malheureusement, n'a pas d'efficacité dans cette pathologie-là. Et en fait, ça revient à poser différemment la question de cet après-midi. Est-ce qu'on parle du traitement de l'information scientifique ou est-ce qu'on parle du mauvais traitement de l'information scientifique? Parce qu'on a quand même eu une distorsion de la communication scientifique, alors de la part des médias, parce que les médias classiques ne sont pas... La temporalité du média habituel n'est pas la temporalité de la science. C'est-à-dire que la science, ça prend un peu de temps, même si on allait extrêmement vite depuis janvier dernier à la découverte du virus. On fait des allers-retours, on a des interrogations, on émet un avis sur un mode de transmission, on en revient, etc. On discute. Les médias grand public ont besoin d'avis tranchés, immédiatement, et l'incertitude scientifique, le doute et l'humilité du scientifique ne s'accommodent pas forcément du bandeau de la télévision et de l'information de la chaîne d'information en continu ou du gros titre de la presse écrite qui a besoin d'affirmation pour avancer, enfin pour en tout cas attirer le chaland. Par ailleurs, c'est aussi le mauvais traitement de l'information scientifique par les scientifiques eux-mêmes. On a vu 87 000 publications sur la Covid-19 en 2020. Il y a eu des publications de très très mauvaise qualité, des publications extrêmement bonnes qui ont fait avancer le problème. Mais il y a aussi eu ce qu'on peut reprocher, c'est-à-dire une course à la publication pour augmenter son impact factor, on y reviendra peut-être, des confusions entre des études de bonne qualité randomisées, prospectives, et des études de cohorte rétrospectives où on tirait de corrélations, des hypothétiques causalités qui ont été remises en question plus tard. Et vu de l'extérieur, pour le grand public qui n'est pas habitué finalement à ce qui est la construction progressive d'un consensus ou d'un paradigme ou du fait scientifique, on a eu l'impression, le grand public a probablement eu l'impression d'être perdu. Et quand nous, médecins, scientifiques, venions expliquer la lecture critique d'articles, les probabilités, les difficultés statistiques et tout ce que nous, on a appris, ils ont eu l'impression qu'on remettait en cause le fait que le médicament marchait, etc. Et le dernier point, après je laisserai la parole parce qu'il y a probablement plein de choses à discuter, c'est que, et je rebondis sur ce qui a été dit avant, c'est dans l'urgence et dans les situations de crise qu'il faut s'en remettre au protocole qu'on connaît. Et c'est justement parce qu'on veut trouver le bon traitement et la bonne prise en charge qu'il faut faire des essais bien menés, avec une randomisation, avec un groupe contrôle qui permet de dire que oui ou non, le traitement qu'on suppose marcher fonctionne, parce que on n'est pas juste là en train de discuter de choses et d'autres entre spécialistes. Non, la mauvaise science et la mauvaise communication de la science, qui en paye le prix à la fin? C'est le patient. Merci Florian. Il y a quand même des choses dans tout ce que tu as dit qui sont peut-être passées rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une différence significative? Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Qu'est-ce que c'est qu'une corrélation? Qu'est-ce que c'est qu'un essai randomisé? Tous mots qui peuvent paraître un tout petit peu obscurs. Aurélien Benwalid, neurologue, est aussi assez versé dans l'analyse d'articles. Peut-être préciser un petit peu tous ces termes. Ouais, je vais rebondir un peu là-dessus parce qu'effectivement, moi je vais probablement me situer à un étage un peu plus accessible, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser davantage à l'information scientifique, mais davantage à la manière dont elle est traitée.
L'information scientifique, pour faire très simple, je ne vais pas définir tous les concepts, mais pour le grand public, ce qui me semble intéressant de savoir, c'est que pour diffuser un fait scientifique, il y a essentiellement, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a deux manières. Il y a la publication scientifique qui se fait dans une revue, et les revues ne se valent pas toutes, on pourra être amené à en discuter. Et il y a le brevet. Au-delà de ces deux manières de communiquer, je dirais qu'il n'y a rien qu'on ne puisse contrôler. Donc tout ce qui est pré-print, c'est-à-dire que c'est en pré-publication, ça veut dire aussi peut-être que ça ne sera pas publié, ou alors que ça sera publié, mais qu'on sait pas, que ça n'a pas encore été critiqué par l'ensemble de la communauté scientifique. Donc voilà, mais ça, ce sont des choses qui sont quand même relativement complexes, et effectivement, je trouve qu'on a tendance à jargonner beaucoup, ce qui est normal, parce qu'on parle de quelque chose de compliqué, mais je vais donc me situer à un niveau un peu plus bas, excusez-moi, mais vraiment pour vous expliquer en quoi c'est une information qui me semble extraordinairement sensible et importante. Alors, aujourd'hui, pour me présenter devant vous, j'ai 4 casquettes successives que je vais essayer d'enlever les unes après les autres, qui sont aussi des casquettes qui se suivent temporellement quand je reçois une information scientifique. Alors tout d'abord, je suis un citoyen du monde, donc je crois que j'ai déjà dit ce matin, mais généralement je suis chez moi en pyjama et je reçois une information. Alors on me dit l'hydroxychloroquine. Je me lève, je vais marcher, je regarde dans ma boîte à pharmacie. J'ai du plaquenil, génial, première information. On me dit, la colchicine, ça marche. Je me réveille, je vais voir, je cours dans ma pharmacie et j'en ai. Les anticorps monoclonaux, ça j'ai pas. Ivermectine, j'avais. Enfin, je réagis de manière tout à fait spontanée et normale. Je reçois une information scientifique et dans un tout premier temps, le temps de l'émotion, je vais me rassurer parce que c'est des questions qui m'interpellent et qui me font peur. Bon, j'ai une deuxième casquette qui est celle que je suis effectivement un citoyen tout à fait lambda, mais je suis quand même un peu éclairé aux questions scientifiques. Alors je vous rassure, je ne suis pas du tout éclairé à toute autre forme de questions. Mais sur celle de l'information scientifique, comme j'ai aussi une petite appétence pour la vulgarisation scientifique, que je suis médecin, du coup, je commence à faire des recherches. Alors, bien souvent, mes recherches, je vais les faire notamment chez Florian, qui est juste à côté, parce qu'il faut aussi connaître ses limites de compétences, mais je dirais que j'ai suffisamment de compétences pour au moins savoir où chercher l'information, c'est-à-dire savoir qui va avoir une analyse recevable de l'information scientifique, quels sites sont consultables et vont pouvoir me donner une information pertinente et pas une information conspirationniste. Donc j'ai la possibilité, et puis je connais un peu la lecture critique d'articles, donc je regarde quand même un peu ce qui se dit, et j'ai un premier filtre, c'est cette deuxième casquette qui est celle de citoyen un peu éclairé. J'ai une troisième casquette, c'est que je suis médecin. Je suis médecin neurologue, donc je n'opère pas, et donc 99,99% de ma fonction est une fonction d'information. Je fais très peu de gestes dans le cadre de mon cabinet, donc je ne donne jamais un traitement, je propose un traitement. Donc je suis amené à proposer quelque chose, et dans ma manière d'exercer la médecine, s'il m'arrive parfois de respecter la croyance de mes patients dans une certaine mesure, j'essaye de m'astreindre à ne jamais imposer ma propre croyance, et donc je repose mon choix sur la médecine fondée sur les faits, c'est-à-dire sur les faits scientifiques qui ont pu être non seulement démontrés avec une bonne méthodologie, mais qui ont pu être critiqués, qui ont fait l'objet de diverses expériences auparavant et qui finalement se rapprochent plus ou moins quand même de la réalité. Donc là aussi, l'information scientifique, en tant que médecin, on est très intéressé par l'information scientifique et on est nous-mêmes des informateurs. Une fois de plus, je n'opère pas, donc je ne suis qu'un informateur. Ma dernière casquette de présentation que je vous présente, c'est celle de président du Forum européen de bioéthique. C'est-à-dire que chaque année, avec Israël Nizan, avec Maud, avec quelques autres du conseil scientifique, on est amené à choisir des thématiques, à inviter des gens sur le plateau, à aborder la question sous un angle un peu particulier et finalement de mettre en place un média, puisque nous sommes un média. Les vidéos que vous êtes en train de regarder, elles sont consultables sur Internet gratuitement, elles le sont, et donc j'ai une certaine responsabilité. Cette responsabilité, elle évolue aussi avec le temps. Par exemple, pendant un certain temps, on avait tendance à constituer les tables rondes avec des gens qui vont venir justement confronter les idées. Et puis j'ai aussi un peu évolué, notamment du fait de la pandémie, sur cette notion-là, essayer de dire, finalement, donner la tribune à quelqu'un qui va donner un fait non scientifique, ça va engager ma propre responsabilité. Par exemple, inviter des gens qui vont être foncièrement pour des choses qui ont été totalement invalidé, j'engage ma responsabilité en tant
non pas que médecin, non pas en tant que citoyen, mais en tant que président du Forum européen de bioéthique, j'engage ma responsabilité de diffuser une information. Voilà, ça c'était simplement pour vous dresser un peu les casquettes. Très simplement, je vais vous dresser les 3 constats qui me permettent de dire que l'information scientifique est une information particulièrement sensible et très problématique actuellement. Le premier constat, c'est que nous vivons dans une société qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus scientifique. Alors la crise de la Covid est un peu une exacerbation de cette problématique, c'est-à-dire que là, effectivement, si on n'est pas virologue, si on n'est pas épidémiologiste, eh ben, on a beaucoup de mal à regarder le JT à 20h et on a probablement encore plus de mal à regarder une table ronde du Forum européen de bioéthique parce qu'on est dans une société qui est terriblement complexe. Alors, heureusement, c'est une complexité qui, moi, m'est relativement familière. Mais une fois de plus, c'est strict, c'est un champ d'application qui est très restreint. Mais en tout cas, et cette société, elle est de plus en plus complexe. Pourquoi ? Parce que la réalité, on la devine, on la perçoit, on l'explore de manière complexe. On est constamment confronté à des chiffres, à des nombres qui sont démesurément grands par rapport à notre capacité d'analyse. Moi, j'ai tendance à dire que nous sommes trop petits dans un monde beaucoup trop grand. C'est-à-dire qu'on a acquis, grâce à l'ultra-complexité de notre fonctionnement de cerveau et grâce également à ces années d'expérience de nos aînés qui ont acquis une certaine forme de sagesse, et ben on a pu découvrir le monde, on a pu l'explorer, mais simplement c'est au détriment d'une grande complexité. Et aujourd'hui, si on n'a pas un minimum de connaissances en matière de statistiques, si on n'arrive pas à pouvoir se dire, ben voilà, on est constitué de 100 000 milliards de cellules. Qui est-ce que parmi nous peut se figurer ce que correspond 100 000 milliards de cellules ? Personne. Il n'y a que des éléments scientifiques qui nous permettraient d'avoir une idée, de se figurer un petit peu la complexité de la chose. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, et c'est le deuxième constat, ne fait pas l'objet d'une éducation scientifique satisfaisante, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du cursus scolaire avec, dans le socle commun de compétences, la possibilité d'avoir une visibilité, une compréhension globale de cette ultra-complexité. Et le troisième constat, c'est que finalement, il y a une discordance entre le caractère très complexe du monde dans lequel on évolue et des informations que l'on perçoit, et le caractère, somme toute, assez médiocre de l'information qui nous est donnée. Alors, peut-être que c'est un peu hâtif que de dire que l'information est médiocre, mais je vais essayer d'étoffer un tout petit peu ma réponse. Je pense qu'on est... Alors, j'utilise un terme qui est très à la mode, qui est l'ubérisation. Il y a une ubérisation de l'information. Alors, ça veut dire quoi, l'ubérisation ? Je vous donne un exemple très simple. Pour parler des Uber, voilà. À partir du moment où on a développé une technologie qui nous permet de se retrouver à Paris avec le GPS, par exemple, ben, on n'a plus besoin de chauffeurs de taxi. Donc voilà, on a développé, n'importe qui est en possibilité de pouvoir devenir chauffeur de taxi. Il suffit d'avoir une bouteille d'évian à l'arrière, un bon GPS, et on peut à ce moment-là faire payer et faire disparaître un métier. Et ben en fait, c'est quand même vraisemblablement ce qui se passe au niveau de l'information. Et c'est important d'aller un tout petit peu plus loin pour se rendre compte de la conséquence que ça a. Finalement, Internet est devenu le premier média d'information, notamment chez les jeunes. C'est-à-dire que plutôt que d'aller ouvrir le papier qui laisse des traces sur les doigts, plutôt que de mettre une des 5 ou des 28 chaînes de la TNT, les gens vont se renseigner sur Internet. Il n'y a plus besoin de carte de presse pour s'exprimer sur une information. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une idée, il suffit d'avoir une opinion, il suffit d'avoir une audience. Et à ce moment-là, on peut s'inventer, on peut s'improviser envoyé spécial et faire du journalisme. Alors peut-être qu'on parlera de hold-up, qui est quand même une forme de journalisme qui ne devrait probablement pas s'appeler du journalisme. C'est-à-dire qu'à demander à un chauffeur de taxi ce qu'il pense de la chloroquine, ce n'est pas forcément un avis qui est plus recevable que n'importe quel autre. Enfin, peut-être moins recevable en tout cas que l'avis d'un scientifique, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, il y a une faillite de ce journalisme professionnel, et pour être un peu en contact avec certains médias, il faut se rendre compte à quel point les maisons d'édition de ces gros médias sont dans une détresse. C'est-à-dire qu'on imagine toujours la fourmilière des gens qui sont en train de travailler, attention, la une va bientôt sortir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais les journaux sont désertés.
forcément, plus personne ne va, enfin, beaucoup de moins en moins de personnes qui vont acheter des journaux, qui vont regarder la télévision. Donc, il y a de moins en moins d'argent, et donc la qualité de l'information est nécessairement de plus en plus mauvaise. Donc, on se retrouve dans une discordance absolue, qui est que dès lors qu'on cherche à coïncider les attentes, l'information avec les attentes du public, eh bien, on n'a plus une vocation d'information, mais on a une vocation de promotion. Il ne faut pas s'étonner alors qu'on vienne nous dire, bon, ben, fin de partie, le Covid est terminé, on a la chloroquine, ou alors, c'est une percée majeure, on a la colchicine qui va nous sortir de là. Bien évidemment, ce que cherchent les journalistes actuellement, c'est de faire venir les gens sur le site, parce que sur le site, il y a des publicités, et que c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question le travail des journalistes, ils font un travail extraordinaire, mais ils ont de moins en moins d'entrées d'argent et ils sont de moins en moins nombreux. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même dans une situation où l'information scientifique, elle est de plus en plus malmenée. Et il ne faut pas s'étonner si on a du mal à retirer une information pertinente de tout ça. Pour terminer, simplement les pistes de réflexion qu'on pourrait avoir pour essayer d'apporter des réponses. D'abord, je pense qu'il faudrait revoir l'éducation scientifique depuis la maternelle jusqu'à la terminale et se demander si c'est toujours aussi important de connaître certains éléments mathématiques très complexes et être dans l'incapacité de comprendre précisément ce qu'est une statistique, par exemple. Il faut rendre aux médias la capacité de traiter l'information, tout simplement. Et puis aussi, et c'est là où je reviens sur la casquette du Forum européen de bioéthique, c'est de responsabiliser les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux et de mettre en face de leurs responsabilités les personnes qui vont venir s'exprimer sur un média. Alors je sais bien, on pourra en reparler, que les réseaux sociaux font tout pour ne pas être traités comme des médias parce que sinon ils ont une ligne éditoriale et on peut leur reprocher. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est face à cette difficulté qui nous rend dans l'incapacité, quand on n'a pas toutes les clés d'accessibilité, de comprendre l'information scientifique qui nous est assénée. Merci Aurélien, merci à tous. Place au débat maintenant. Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on nous montre une erreur scientifique massive dont on sait maintenant que c'est une erreur, mais dont on ne le savait pas au moment où ça s'est produit. Hervé, est-ce que tu as une idée ? Oui, on peut prendre un exemple célèbre parce que il est caractéristique. Une très grande revue, Nature, publie il y a maintenant presque une trentaine d'années le Ficliarnus, c'était Jacques Benveniste, qui rapporte la mémoire de l'eau, et la preuve, c'était la possibilité pour des cellules qui appartiennent au système immunitaire, de libérer une substance qui s'appelle l'histamine dans certaines conditions. Ça fait évidemment un buzz extraordinaire parce que c'est l'une des plus grandes revues scientifiques du monde, parce que c'est un scientifique tout à fait reconnu qui avait fait des découvertes très importante, puisqu'on a un cardiologue parmi nous. Le pas facétaire, c'est une découverte majeure qui n'a pas été que immunologique. Donc, voilà. Et puis, très rapidement, des scientifiques vont essayer de voir la méthode qui est utilisée et dire très rapidement que ces pauvres cellules, il suffit de les bouger, il suffit de les agiter pour qu'elles se dégranulent, et donc que les résultats publiés sont des résultats faux. Ça n'empêche malheureusement pas cette histoire de mémoire de l'eau de se poursuivre, et malheureusement que d'autres scientifiques réputés se commettent à essayer de poursuivre la démonstration de cette mémoire de l'eau. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, ces erreurs. Il y a alors là, c'est vraiment une erreur, on va dire, de bonne foi. Parfois, c'est une fraude scientifique. On a l'exemple, il y a quelques années, d'un travail sur des cellules souches reprogrammées. Donc c'est un des grâles de la médecine
régénératif de produire des cellules souches qui puissent être reprogrammées à partir du propre tissu de la personne. Là, c'était une postdoctorante japonaise qui avait fraudé des résultats pour essayer de démontrer qu'un simple choc acide permettait cette reprogrammation. Encore une fois, l'article publié cette fois-ci dans Science, donc encore une des meilleures revues du monde, et puis très rapidement d'autres scientifiques qui essayent de reproduire l'expérience, qui n'y arrivent pas, et donc la fraude est dénoncée. Et ça va conduire à un drame puisque le directeur du laboratoire, Matteo Sassai, va se suicider par honte d'avoir laissé publier dans son laboratoire ses résultats. Donc voilà des exemples qui à chaque fois montrent que de toute façon, une fraude scientifique ou une erreur, des fois c'est de bonne foi, des fois c'est de mauvaise foi quand c'est de la fraude, est rapidement dénoncée parce que l'expérience ne peut pas être reproduite par d'autres, les méthodes sont critiquées par d'autres, et donc on revient à cette notion de communauté scientifique au sein duquel se forge le processus de vérification et donc de certification ou au contraire d'invalidation. Karl Popper, au début du XXe siècle, parlait de processus de falsification qu'on a parfois mal compris. Ça veut dire être capable de démontrer qu'un fait est réel ou pas, qu'on peut le reproduire ou pas. Et c'est ça le processus par lequel les faits scientifiques s'établissent ou au contraire disparaissent. Christine Dosquet, est-ce qu'on peut dire, après ce que vient de dire Hervé, que toute découverte scientifique publiée et défendue par une seule personne sans qu'il y ait eu de vérification par d'autres scientifiques est soumise à caution? La question, la réponse est pratiquement dans la question. Donc effectivement, le processus normal de publication est de soumettre la publication scientifique à une revue dite à comité de lecture, et le comité de lecture va adresser à des pairs, PAIRS, le préprint pour revue scientifique, pour le processus de reviewing. Et les reviewers, donc pour les gens qui ne connaissent pas le processus habituel, et aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas si facile que ça de publier. C'est un gros travail pour les chercheurs. Donc, quand on soumet à des revues qui ont un bon facteur d'impact, le facteur d'impact correspondant à l'audience scientifique de ces revues, quand on soumet à des revues à bon facteur d'impact, déjà, quand le comité éditorial dit « nous accusons réception », et nous envoyons l'article pour reviewing, on dit ouf, il n'a pas été refusé d'emblée. Et puis donc, puisque effectivement, dans les revues à très bon facteur d'impact, très souvent, le refus de publication se fait d'emblée sans même qu'il y ait une revue par les pairs, parce que le comité éditorial va considérer que soit le sujet ne correspond pas suffisamment au sujet traité par la revue à ce moment, soit parce que d'emblée la qualité du travail apparaît insuffisante. Et puis ensuite se passe le processus de reviewing, et au terme du processus de reviewing, soit l'article est accepté d'emblée, ça c'est dans les très très bons cas, soit l'article est accepté en demandant des modifications plus ou moins importantes qui peuvent nécessiter
de refaire des expériences ou qui peuvent nécessiter des résultats complémentaires selon le type de recherche, s'il s'agit d'une recherche fondamentale ou s'il s'agit, donc il faut faire des expériences, ou s'il s'agit d'une recherche clinique, où effectivement dans ce cas, les informations données dans l'article peuvent être insuffisantes et le journal demande des informations complémentaires. Donc là, les modifications demandées vont être majeures ou vont être mineures et on va avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois pour répondre à ces questions. Et au terme de cette réponse, soit l'article va être accepté, soit l'article va être refusé. Donc, effectivement, Christine, qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'impact ? Oui. Donc, le facteur d'impact est un chiffre, est un index, est un chiffre qui 1, 2, 3, 4, 5 avec des décimales jusqu'à, je ne sais plus très bien quelle est la valeur de Science et Nature aujourd'hui, mais enfin en tout cas ça doit être entre 15 et 20. Et effectivement, donc on peut publier dans des articles qui ont des facteurs d'impact à 0,5 et le facteur d'impact correspond en fait au nombre de consultations de la revue par la communauté internationale, donc la communauté scientifique a priori. Et effectivement, le facteur d'impact des revues est modifié régulièrement, même en tout cas tous les ans, mais quelquefois même 2 fois par an, de façon à réguler Donc effectivement, une revue qui va avoir un très fort facteur d'impact, Nature ou Science, qui sont les plus élevés, vont être des revues qui, d'une part, ou le Lancet, comme le citait Hervé tout à l'heure, vont être des revues qui, d'une part, vont être très rigoureuses, en principe, et très exigeantes pour accepter des articles. Et effectivement, plus l'impact est important, plus on va avoir l'impression d'avoir une garantie de qualité, c'est probablement plus qu'une impression, et effectivement, on sait aussi qu'il va être de plus difficile de publier dans ces revues. Mais effectivement, pendant toute cette crise qui commence à durer, effectivement, un certain nombre d'articles qui ont été acceptés probablement un petit peu rapidement, en particulier c'est-à-dire sans doute sans un certain nombre de vérifications essentielles par les reviewers et par le comité éditorial, ont sans doute été acceptés un petit peu rapidement et ont dû être rétractés. Catherine Rongière. Merci Israël de me donner la parole. Hervé Schnallweis parlait de controverses scientifiques et on voit souvent, enfin c'est arrivé à de nombreuses reprises, des scientifiques relativement reconnus, d'autant plus infectiologues, on est en plein dedans, donc on compte énormément sur eux, avoir des propos à 180 degrés. Alors je reprends la casquette, je la pique un peu à Aurélien, de citoyen et de médecin. Pour moi qui suis moi-même médecin, je me dis comment ces infectiologues peuvent avoir un discours aussi différent, totalement, je dirais, contradictoire, qu'il y ait une controverse scientifique. Dans ma propre spécialité, on peut discuter, mais on a le temps. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'urgence. Là, on est dans une situation quand même sanitaire difficile, avec des gens qui sont à l'affût et qui attendent des informations. Comment se fait-il qu'il peut y avoir des discours aussi différents qui sont, pour moi, déjà extrêmement troublants? Que faut-il penser? Que faut-il en faire? Et comment trouver la juste réponse ou le juste milieu? Est-ce que les scientifiques auraient peut-être intérêt à discuter entre eux? Ou est-ce que l'ego de chacun dépasse finalement tout le reste? Hervé. Je crois qu'il faut différencier. Je comprends très très bien la question de Catherine, mais je pense qu'il faut différencier où se passe le débat et quels sont les termes de ce débat. Si on se réfère aux chaînes d'information en continu et ces plateaux
gens bavards qui viennent expliquer pendant 1 heure qu'ils savent très bien qu'ils ne savent rien, mais qu'ils vont quand même donner leur opinion sur ce qu'ils ne savent pas, bon, on est dans du battelage, on n'est pas dans de la science, on est dans la foire aux égaux avec quelques-uns de nos collègues dont on se demande comment ils peuvent justifier des titres qui passent dans le bandeau d'en dessous parce qu'ils ne doivent pas être bien souvent dans leur service ou dans leur département compte tenu des heures qu'ils passent sur ces chaînes de télévision. Bon, c'est pas de la science, ça c'est du spectacle et il faut appeler un chat, c'est du spectacle. À côté de ça, il y a des controverses qui sont scientifiques et qui peuvent être liées à des méthodes qui sont utilisées, bien ou pas, et qui peuvent donner lieu à, effectivement, pendant un certain temps, une incertitude ou une irrésolution, tant qu'on ne sait pas si le curseur penche d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a la fraude. Il ne faut pas non plus élucider la fraude scientifique. Alors, il y a 2 types de fraude scientifique. Il y a la fraude scientifique pour faire un gros coup. On en a parlé malheureusement tout à l'heure. Et puis, il y a la petite fraude, c'est-à-dire le fait d'utiliser des mauvaises méthodes pour arriver à tordre le cou des chiffres et arriver à leur faire dire ce qu'ils ne veulent, ce qu'ils ne sont pas capables de dire. Au lieu d'utiliser un bon test statistique validé correctement, on va utiliser un test statistique mais qui ne s'applique pas à la population de résultats qu'on analyse. Et donc, on peut arriver à faire dire aux chiffres des choses que les faits scientifiques ne disent pas. Et je pense que c'est ce dont il était question tout à l'heure avec la colchicine, ou c'est ce qu'on a vu avec le remdesivir, c'est ce qu'on a vu avec les anticorps monoclonaux contre le TNF-alpha. C'est-à-dire que on a des grosses équipes qui ont fait beaucoup de promesses au moment où l'essai clinique a été lancé, avec beaucoup d'argent en jeu quand il s'agit d'une compagnie pharmaceutique comme Gilead pour le remdesivir. Et puis, au bout du compte, les résultats, c'est que le groupe traité n'est pas mieux que le groupe contrôle. Mais on s'est tellement engagé dedans qu'on va essayer de regarder si, sur certaines populations, il n'y avait pas un petit quelque chose. Si les 3 premiers jours versus les 5 derniers jours, il n'y a pas un petit quelque chose. Et puis, à force de tordre dans tous les sens, on va bien trouver 6%, c'est-à-dire un truc qui est juste avec la valeur statistique P005 qui permet juste de rentrer dans le petit interstice qui fera qu'on arrivera quand même à publier quelque chose. Et puis, ça donne malheureusement cette flopée d'articles sur lesquels, mais malheureusement comme pour toutes les publications scientifiques, 9 publications sur 10 ne valent même pas la peine d'avoir été publiées. On le sait tous. Et aujourd'hui, il y a une industrie du journal scientifique. Là encore, il y a des bonnes revues. Et puis, il y a ce qu'on appelle des revues prédatrices. Dans le cas de certains collègues travaillant dans une métropole du sud de la France, on a vu que ce groupe avait créé des dizaines de journaux scientifiques pour pouvoir y publier facilement et sans le processus de revue classique leurs propres articles, gonflant d'autant leur liste de publications et certains bonus hospitaliers qui peuvent en être obtenus. Voilà, les scientifiques sont des humains comme les autres, ils ont un hubris comme les autres, parfois pour certains beaucoup plus développé que d'autres, et il faut une pluralité du regard, une pluralité de l'analyse, et voir très précisément dans quel contexte les faits scientifiques sont apportés et sur quelle base ils sont apportés. C'est le rôle de la communauté scientifique. Parfois, elle y excelle, parfois, elle arrive moins bien à faire ce travail de régulation, mais c'est un devoir de la communauté scientifique de toujours avoir comme ligne de mire l'intégrité et la véracité du fait scientifique. Pour bien éclairer le public qui nous suit, je me livrerai bien à un exercice de questions courtes, réponses courtes. Florian, en 2 mots, c'est quoi un essai randomisé et ça sert à quoi? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut évaluer l'effet d'un médicament,
savoir s'il fonctionne et s'il permet de guérir un patient, il faut qu'on s'assure que de donner ce médicament permet de guérir la maladie. Et il ne faut pas oublier que le fait de donner le médicament, moi, médecin qui prescrit, qui donne, par mes gestes, par mes actions, les croyances du patient génèrent aussi un effet thérapeutique, ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc, quand je veux savoir si un médicament fonctionne, il faut que je donne à un groupe de patients le médicament et à un groupe de patients quelque chose qui ressemble le plus possible, ce qu'on appelle le placebo. Pour qu'on soit sûr que l'effet soit vraiment dû au médicament, il faut que, dans l'idéal, ni le patient, ni le médecin, ni ceux qui administrent le traitement, ne soient au courant de est-ce qu'ils donnent le traitement vrai ou le placebo. Ce qui fait qu'à la fin, s'il y a une différence entre les deux groupes, elle ne sera due qu'au fait du médicament, si tant est que les deux groupes soient par ailleurs équivalents au départ. Et pour faire ça, on fait ce qu'on appelle une procédure de randomisation, random en anglais, c'est-à-dire qu'on répartit aléatoirement entre le groupe traitement et le groupe placebo les patients qui ont accepté volontairement de participer à l'essai, de façon à s'assurer, autant que faire se peut, sur un grand nombre de patients, ça marche, que j'ai autant de femmes que d'hommes dans chaque groupe, autant de personnes avec de l'hypertension dans chaque groupe, etc., etc. Et si mes groupes sont strictement comparables au début et que ce que je leur ai donné d'un côté est un traitement et de l'autre un placebo et que personne ne sait ce qu'il a eu, à la fin, la différence sur l'effet, la différence entre les deux groupes ne peut être due qu'au médicament que j'ai donné. Aurélien, qu'est-ce que c'est qu'une différence significative ? Alors, une différence significative, c'est une différence qui n'est pas liée au hasard. C'est-à-dire que lorsqu'on observe une différence dans un essai, notamment randomisé, double aveugle, tel qu'a été présenté par Florian, on peut voir une différence entre un groupe et l'autre. Mais comme on se situe avec un certain nombre de personnes qui ont participé à l'étude, eh bien, il faut s'assurer que la différence entre la différence de résultats entre les deux groupes n'est pas liée au hasard. Et donc, on utilise un index statistique qui nous permet de dire que la différence entre les deux est statistiquement significative. Et globalement, à nous de fixer cet index statistique qu'on appelle petit p. Et on estime qu'à partir du moment où ce petit p, où la différence, on estime qu'il y a moins de 5% de chances que la différence entre les deux résultats soit liée simplement au hasard, parce que le hasard est un élément statistique dont il faut prendre compte. Et bien, si on estime que ce risque il est inférieur à 5%, c'est-à-dire qu'on a au moins 95%, mais plus on monte, mieux c'est, de chances que ce soit pas lié au hasard, alors on va dire le résultat entre les deux n'est pas lié au hasard, il est probablement lié aux conditions de l'expérience. Florian, on parle beaucoup de niveau de preuve en médecine. C'est quoi un niveau de preuve ? Pourquoi il y a des niveaux de preuve différents ? Alors parce que toutes les études ne se valent pas. Ce qu'on appellerait le gold standard ou l'étalon or, c'est donc cet essai randomisé, etc., etc. Alors que d'autres types d'études où on ne fait qu'observer les différences entre les patients à qui on a donné les traitements ne permettent pas de tirer les mêmes renseignements. Donc le niveau de preuve, en médecine en tout cas, parce que alors après ça dépend des sciences dans lesquelles on se place, mais le niveau de preuve en médecine dépend du type d'étude, et le niveau de preuve le plus haut est procuré par les essais randomisés qui permettent de dire il y a un lien de causalité entre le médicament que je donne et l'effet que j'observe, et les méta-analyses qui sont, un peu schématiquement, un regroupement de plusieurs études pour augmenter le nombre de patients et pour pouvoir dire, ah oui, si vraiment ce que j'observe, c'est vraiment dû à l'administration du médicament. Donc, toutes les études ne se valent pas, et c'est là où intervient la connaissance de la méthodologie statistique, la méthodologie de l'essai clinique, etc. Aurélien, quelle différence y a-t-il entre une corrélation et une causalité ? Alors, ça, je laisserai plutôt Florian, parce que c'est un peu technique, bien Alors, évidemment. Florian. Bien évidemment. Juste, ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, tous ces éléments statistiques, ces éléments de langage, ils sont aussi là pour aller parfois contre le bon sens et l'intuition qu'on peut se faire. C'est-à-dire, on va se dire, ça doit marcher parce que moi, je l'ai pris et ça allait mieux. Et en fait, parfois, on se rend compte, quand on utilise une bonne méthodologie, que finalement, ce bon sens naturel ou cette intuition qu'on pouvait avoir, elle ne
se révèle pas du tout véritable lorsqu'on est à une échelle plus importante de la population. Mais corrélation, je vais laisser Florent, ça sera plus... Je vais essayer d'être clair, je l'espère. Donc, une corrélation ou une causalité. Une causalité, l'événement A cause l'événement B. La corrélation, j'observe A et B, mais B n'est pas lié à A. Exemple, si on prend par exemple un rhume banal qui se soigne, qui disparaît tout seul en 7 jours, et il se trouve que j'ai porté un bonnet rouge toute la semaine, mon rhume va disparaître à la fin de la semaine. C'est une corrélation, j'ai porté mon bonnet rouge et mon rhume a disparu, mais ce n'est pas parce que j'ai porté le bonnet rouge que mon rhume a disparu. Si je fais une étude, je me rendrai compte que en fait, donner un bonnet rouge ne change rien du tout à l'évolution de la maladie. Donc, et les essais et les études sont là pour justement s'affranchir de nos biais et de notre biais naturel d'être humain, qui est de dire j'observe B après A, donc B est forcément lié à A, et c'est pas toujours le cas. Hervé, l'histoire des vaccins dans cette épidémie de Covid nous donne une espèce de déception française sur la qualité de la recherche et sur les investissements ou peut-être sur la liberté des chercheurs d'innover dans notre pays. Somme toute, plein de pays ont des candidats vaccins et chez nous, peut-être par manque de chance, mais peut-être pour autre chose, et c'est là que je voudrais t'entendre, nous ne sommes pas du tout présents sur le marché du vaccin, alors que nous sommes le pays qui a en gros inventé les vaccins. Il y a donc une forte déception collective et ça me permet de t'interroger sur l'évolution de la recherche en France et sur le fait de trouver des choses au hasard quand on cherche et quand on fait de la recherche fondamentale, ce qu'on appelle la sérendipité en traduisant un mot anglais, est-elle mise en difficulté avec les derniers projets qui organisent la recherche en France? On est entre nous, tu peux tout dire ce que tu penses. Bien sûr. Et c'est le bonheur d'être entre nous à quelques centaines ou milliers d'auditeurs après. Non, je crois qu'il faut différencier clairement deux aspects. Il y a un aspect qui est est-ce que la recherche en sciences de la vie ou la recherche biomédicale est correctement financée en France? Et la réponse est malheureusement et clairement non. Le Conseil d'analyse économique vient de publier des chiffres qui sont redoutables, où on voit que non seulement la France n'a pas respecté l'engagement des 3% investis dans la recherche du pacte de Lisbonne, mais que depuis plus de 10 ans, et si on prend les États-Unis ou la Chine, c'est beaucoup plus que depuis plus de 10 ans, les investissements en France diminuent alors que dans tous les autres pays, les investissements dans la recherche fondamentale en sciences de la vie ou dans le biomédical augmentent et augmentent de façon importante. Les économies modernes, c'est 20% de l'économie consacrée à la santé. La plupart des pays de l'OCDE ont compris et il y a une lutte au couteau entre la Chine et les États-Unis pour être leader. La France n'a pas, depuis bien des années, fait les investissements qu'il faut dans sa recherche fondamentale comme dans la recherche translationnelle. Et malheureusement, les BioNTech ou Moderna ont été s'installer ailleurs pour ces raisons. Après, il y a la question plus spécifique du vaccin. Et là, il y a différentes pistes qui ont été suivies. Il y a plus de 120 essais ou développements vaccinaux qui sont enregistrés dans la base internationale des essais cliniques. Et il y a eu des choix osés et ambitieux, ces vaccins ARN, formidablement efficaces, comme on le voit avec les choix qu'ont fait BioNTech, CureVac ou Moderna. Il y a des choix plus raisonnables en utilisant l'adénovirus et on voit que AstraZeneca ou Johnson & Johnson, qui vont arriver bientôt, réussissent là. Et puis, il y avait la voie ultra raisonnable qu'a choisi Pasteur, qui était d'utiliser un dérivé du virus de la rougeole, qui a déjà bien marché dans bien d'autres vaccins. Et puis, malheureusement, encore une nouveauté
de ce Covid-19 ou de ce SARS-CoV-2, dans ce cas précis, les anticorps, l'immunisation qui peut être obtenue n'est pas au rendez-vous, elle est inférieure aux 50% exigés par l'OMS. C'est ça la recherche. La recherche, c'est que on fait des hypothèses, on développe une méthodologie la plus précise possible, et on peut faire confiance aux collègues de Pasteur que la méthodologie a été bien développée, et puis on n'a pas forcément les résultats. Sinon, ça ne s'appellerait plus de la recherche, ça s'appellerait de la technologie. Quand vous voulez un avion de 300 places, vous savez que il suffit de mettre le nombre d'ingénieurs qu'il faut, et puis dans 2 ans, 3 ans, vous aurez votre avion de 300 places. Quand vous voulez la guérison du cancer, eh bien, malheureusement, c'est de la recherche fondamentale qui est à faire, et on ne peut pas vous dire quand on obtiendra et pour quel cancer la guérison. Je crois que là, il faut accepter que dans la recherche, il y a beaucoup d'hypothèses qui se révèlent non fructueuses, et que le seul moyen de faire des vraies découvertes, c'est de prendre des risques. Et prendre des risques, c'est de poser des hypothèses qui, peut-être, ne seront pas vérifiées. Merci Hervé. Maintenant, nous allons laisser la place aux questions des internautes. Alors, j'ai une première question de Sabrina. Si on s'accorde sur le fait que l'homme est responsable de la crise du Covid, la quête d'innovation technologique ne va-t-elle pas créer d'autres phénomènes similaires ? Christine Dosquet, je te vois papillonner des yeux. Merci. Là, je vais déjà métaboliser la question, mais je dirais que je ne vais pas pouvoir répondre à la question, mais je vais dire que je me pose la même question que l'internaute. Et toi, Hervé ? Je crois que cette crise, d'abord, elle n'est qu'une crise parmi d'autres crises. Il y aura d'autres virus qui émergeront. Et puis, elle est peut-être l'un des derniers avertissements avant la crise climatique. Donc, elle doit nous mobiliser tous pour nous montrer que l'investissement dans la recherche et puis le fait de devenir frugaux, c'est-à-dire raisonnable sur la manière d'utiliser les ressources, raisonnable sur la manière de nous soigner, raisonnable aussi dans nos investissements, on l'a dit, pour plus de connaissances et plus de compréhension. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, disons-nous toujours. Et bien là, des estimations ont par exemple montré que le coût de la crise, le coût économique de la crise à venir, pas de celle qui est passée, mais de la crise à venir allait être de 5 000 milliards de dollars, on pourrait dire d'euros, alors que le coût pour vacciner la population du monde entier serait de l'ordre de 38 milliards de dollars. Est-ce que nous allons finir par être raisonnables et décider d'investir dans la santé et dans le traitement de tous, pas seulement des Français ou des Européens, mais de tous, y compris les Asiatiques et les Américains et les Africains, les sommes qu'il faut pour prévenir d'autres catastrophes? Voilà, c'est la question qui est posée, et c'est la question du temps d'après qui ne doit en aucun cas Aurélien. Oui, je crois que la question, elle avait aussi ça d'intéressant, c'est qu'elle posait le rapport à la nature. C'est-à-dire, finalement, on imagine, là où on a eu une table ronde autour de cette question, que c'est l'activité humaine, peut-être la déforestation, le réchauffement climatique, que sais-je, qui serait à l'origine de la maladie. Et est-ce que le fait, là encore, d'agir sur la nature, c'est-à-dire d'agir sur l'ARN, parce qu'on est quand même sur la composante génétique de la vie, est-ce que c'est pas aussi aller toujours dans ce sens-là? Je voulais juste aller sur un point, bien évidemment, pas sur le fait que l'ARN n'intègre pas le génome de l'individu, ça, il y a des gens qui le diront bien mieux que moi, mais pour dire simplement qu'on reste quand même dans le rôle de la médecine. Le rôle de la médecine a toujours été d'aller contre la nature des choses.
C'est-à-dire que la nature normale, hein, le cours naturel d'une maladie, c'est la lésion et c'est parfois la souffrance ou la mort. Et la médecine, depuis que la médecine existe, elle a été créée, si tant est qu'on peut dire que la médecine a été créée, uniquement pour aller contre la nature des choses. Donc aller chercher des choses tout à fait contre nature pour aller soigner l'être humain, c'est presque la définition de la médecine. Catherine ? J'ai une question pour Florian. Comment savoir, de la part d'Aria, comment savoir si une information scientifique sur les réseaux sociaux est vraie ? Grande question. Alors c'est probablement d'ailleurs l'une des questions essentielles de cette crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation sur les réseaux sociaux, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne suis pas là pour répondre. Ça veut aussi dire que tout le monde peut, et ça a été dit, partager les informations. Alors, la façon la plus évidente, c'est déjà de vérifier si l'information est ce qu'on appelle sourcée. Est-ce que la personne qui transmet quelque chose, qui informe, donne une source sur laquelle je peux aller vérifier ce qui a été dit? Ou est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que moi-même, quand je fais une recherche sur Internet, je retrouve cette information-là? Est-ce que d'autres personnes qui ont des compétences que je connais donnent la même information, ou est-ce qu'il y a par contre une contradiction, etc. Donc il faut vérifier, c'est ce que fait d'ailleurs le scientifique quand on rédige un article, quand on cherche comment traiter quelqu'un ou quelqu'une dans une pathologie, on va chercher une information en regardant la source, en regardant la référence et en allant lire les articles. C'est pareil pour les informations sur les réseaux sociaux, ça prend du temps parce que évidemment il y a de plus en plus d'informations qui sont partagées, et la chose à laquelle il faut faire particulièrement attention, c'est que surtout sur les réseaux sociaux, le nombre de followers n'est pas la garantie d'une information de qualité. C'est pas parce qu'on a 5, 10, 15, 20 000 ou des millions de personnes qui nous suivent qu'on dit quelque chose de juste, ou qu'on dit, et que pas parce qu'on n'a que 3 personnes qui nous suivent qu'on dit quelque chose de faux. La garantie de la véracité de l'information, c'est de retrouver une source et de pouvoir la corroborer. Je crois que Florian, tu participes à une action justement qui a pour objectif d'apporter un éclairage supplémentaire à l'information scientifique. J'ai le plaisir ou l'honneur, je ne sais pas, de participer au collectif du côté de la science, dont vous avez peut-être vu passer au cours des derniers mois plusieurs tribunes dans les journaux qui a un site internet sur lequel on partage, toujours de manière sourcée, puisqu'on met toujours nos références, des éléments de réflexion sur l'épidémie, sa prise en charge, notamment sur les lieux de contamination, la diffusion du virus, la prise en charge, des propositions de prise en charge. Et donc, on est des scientifiques et non scientifiques, en tout cas de plusieurs domaines variés, médecins ou non médecins. Notre site internet, donc du côté de la science, est entre autres un site d'information sur lequel on met nos sources et peut être une source d'information sur l'épidémie. Christine Dosquet, je vais te poser une question qui va bien dans un forum de bioéthique. Au moment où la recherche, notamment sur les vaccins, s'accélère, au moment où, par exemple, au comité d'éthique de l'INSERM, il y a un groupe sur les pays du Sud, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'une recherche éthique ? Vaste question. Et pas seulement en temps de Covid. Mais qu'est-ce qu'une recherche éthique ? Une recherche éthique va être une recherche qui... Parce que la question est, est-ce que c'est en temps de Covid ? Et en fait, la recherche clinique, puisque c'est pareil, par le temps de recherche fondamentale ou par le temps de recherche clinique, la recherche chez l'homme s'est accélérée aussi et s'est rapporté beaucoup à la crise du Covid depuis le mois de mars, aussi bien d'ailleurs pour des essais cliniques qui vont rechercher des traitements, que pour la recherche en sciences humaines et sociales, qui, elle aussi, s'est beaucoup accélérée dans le domaine du Covid, et pour explorer
l'acceptation sociétale et les conséquences sociétales de la recherche. Donc, que ce soit en temps de crise et dans la crise actuelle ou que ce soit en général, les critères, qu'est-ce qu'une recherche éthique? C'est, je pense, très difficile de répondre à la question de cette manière. Je voudrais t'aider, Christine. Quels sont les critères? Laisse-moi t'aider 2 secondes. Donne-nous un exemple dans ton histoire de contrôle des travaux de recherche en amont. Donne-nous un exemple d'une recherche non éthique. Ah! Là, c'est... Écoute... Sans désigner qui les a promus. Oui. Les raisons pour qu'une recherche ne soit pas éthique sont extrêmement diverses. Elle peut ne pas être éthique parce que... donc la première étape est qu'une recherche ne soit pas éthique parce qu'elle ne correspond pas aux critères réglementaires de l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est clairement l'exemple d'un certain nombre de recherches thérapeutiques ou dites telles en France, pour rebondir sur effectivement un article qu'on a co-signé avec Hervé au début de la crise du Covid. Donc ça correspond à des recherches qui ne suivent pas le bon canal, c'est-à-dire qui ne vont pas avoir les bons avis et les bonnes autorisations réglementaires, ou qui, pire, vont dire qu'ils ont eu des avis qu'ils n'ont pas eus. Donc ça, c'est la première étape. Deuxièmement, quand la recherche arrive au niveau d'un comité, encore une fois, la recherche peut être inéthique, soit parce que les bases de construction scientifique ne sont pas bonnes, soit parce que l'organisation de la recherche ne va pas permettre de répondre aux questions posées. Et effectivement, soit plus loin, même si les bases scientifiques sont bonnes, l'organisation de la recherche vis-à-vis des participants est choquante sur le plan éthique, qu'il s'agisse de problèmes d'information. Et par exemple, je peux dire qu'au comité, nous luttons pour une information loyale et compréhensible des participants aux recherches et par ailleurs pour une protection des données des participants aux recherches qui correspondent effectivement aux normes nationales et internationales actuelles. Donc on peut avoir des recherches inéthiques pour beaucoup de raisons, et en tout cas notre comité soit ne donne pas d'avis d'avis favorable tant que la recherche n'est pas dans les clous, soit ne donnera finalement pas d'avis favorable pour une recherche dont nous jugeons que pour toutes ces raisons, elle est inéthique. Hervé, un médecin d'une grande métropole du sud de la France, a dit, à propos d'un médicament dont beaucoup de gens ont parlé, « Moi, je soigne les gens, il n'y a pas de risque à prendre le médicament que je propose, et on n'a rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne le prescrit pas larga manu? Moi, je dis que ça marche. » Qu'est-ce que c'est, Hervé, qu'une balance bénéfice-risque? La balance bénéfice-risque, c'est d'évaluer quel est le bénéfice potentiel pour le patient par rapport à quel est le risque qu'on lui fait prendre. Alors il se trouve que le médecin en question a publié il y a quelques jours dans une de ses revues un petit encart critique dans lequel il reconnaît qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été pris par le traitement inefficace qu'il a prescrit. Alors quand un traitement est inefficace d'un côté, donc il n'y a pas de bénéfice, et quand en plus il fait prendre des risques, en particulier cardiovasculaires, les résultats de multiples études, parce qu'il y a eu des centaines d'essais cliniques qui ont été faits de par le monde, ont montré que le taux de mortalité était malheureusement plus important pour les gens qui prenaient le traitement que pour les gens qui ne le prenaient pas. Donc voilà, le médecin, son serment d'Hippocrate et
éthique médicale doit l'inciter à la prudence. Il doit bien sûr tout faire pour essayer de protéger son patient, mais il doit le faire dans des conditions raisonnables et dans des conditions qui correspondent à l'état d'avancement de ses connaissances. Alors quand on est dans une maladie où les gens vont mourir, on s'est retrouvé certains d'entre nous, et Christine en a été l'une des actrices, quand on a été dans la crise Ebola, où les gens mouraient, mais à des taux de l'ordre de 80% de ceux qui étaient infectés. Au fond, n'importe quel traitement était possible parce que immédiatement, on allait voir si les gens arrêtaient de mourir quand on leur donnait le traitement ou pas. Mais dans une maladie comme le Covid-19, où le taux de mortalité est plutôt de l'ordre de 0,5%, c'est-à-dire que on sait que les jeunes font des maladies qui ne sont pas graves et que ce sont les sujets âgés qui font des formes graves, et que heureusement, avec les traitements qui ont pu être mis au point, en particulier l'utilisation des corticoïdes de façon précoce et à bonne dose, ou d'autres traitements, on peut diminuer le risque de mortalité aujourd'hui à environ 20% chez la population au-dessus de 65 ans. Eh bien, là, on est dans des évaluations de la balance bénéfice-risque qui doivent être faites. Et on voit que ça a été fait, en particulier les médecins français ont largement contribué à faire de la corticothérapie l'un des moyens standards de traiter la maladie quand elle commence à devenir une forme sévère. Catherine ? Oui, je voulais revenir sur l'information scientifique finalement qu'on essaye de faire passer à la population. Quand on voit qu'effectivement il y a des réseaux sociaux qui peuvent mettre tout et n'importe quoi et que c'est très difficile de faire le tri, comment est-ce qu'on pourrait finalement imaginer avoir une sorte de vecteur qui pourrait permettre une explication claire, relativement intelligible, pour être accessible à tous et qui reste, je dirais, neutre, c'est-à-dire sans essayer de mettre les uns ou les autres en avant et en essayant d'apporter le maximum d'informations, qui peut être l'incertitude, qui peut être le je ne sais pas, qui peut être nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir en dire quelque chose, c'est-à-dire qui puisse permettre d'avoir une vraie information, finalement une information sur lesquelles la population pourrait s'appuyer. De quelle façon ça pourrait se passer ? Alors, des sources d'informations, je crois qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il faut tout centraliser au même endroit? Je ne suis pas sûr. L'autre chose, ce qu'a dit Aurélien en début de table ronde, passe aussi par l'éducation, la formation de nos concitoyens à alors pas à la lecture critique d'articles, mais à la vision critique de ce qui leur est transmis. Et peut-être après aussi sur peut-être dans les journaux actuels, vous avez un service politique, vous avez un service économique et il n'y a pas de service scientifique. Journaliste scientifique, c'est un métier et on manque de journalistes scientifiques. Il y a peut-être aussi ça qui nous a manqué, en tout cas en début de crise. Maintenant, encore une fois, je trouve, du fait de l'épisode de la Colchine par exemple, qu'il y a eu moins d'emballement qu'il y a un an. On a manqué de pondération dans les médias traditionnels et parce qu'on manque de journalistes. Il y en a des journalistes scientifiques, il y en a des très très bons, mais il n'y en a pas assez. Et de l'autre côté, dans l'information, il y a ce qu'on diffuse et ce qu'on reçoit. Il y a aussi la formation de ceux qui reçoivent. Hervé, de nombreux Français confient leurs données biologiques et médicales à la sécurité sociale, mais également à l'INSERM dans le cadre de travaux de recherche et ne savent pas trop ce qui est fait de leurs données. D'autant que ces données sont un véritable trésor. Par exemple, si on avait pu exploiter correctement les données de la sécurité sociale, on aurait découvert beaucoup plus tôt l'effet adverse du Mediator. Et donc, il y aurait une retombée positive à ce que les données médicales puissent être analysées presque en temps réel. Mais est-ce que ça ne pose pas un véritable problème éthique ? Est-ce que dans notre pays, les Français sont encore propriétaires de leurs données médicales?
et de leurs données de santé, ou est-ce que ces données passent dans un espèce de tuyau avec une pseudo-anonymisation et finissent par atterrir sur des grandes bases de données où, hélas, on peut peut-être retrouver qui a la peste et qui a le choléra? Alors, je crois que tu boucles en quelque sorte ce débat avec une question centrale de cette édition, de l'édition de cette année du Forum européen de bioéthique. Moi, j'ai entendu votre conversation passionnante lundi soir entre toi et Jean-François Delfrécy, et où vous avez évoqué cette question de la démocratie sanitaire. Dans ce que Florian évoquait à l'instant sur la formation et la formation à l'esprit critique, et ce que Aurélien a dit un peu plus tôt sur la formation à la statistique. Et c'est un prix Nobel qui a travaillé sur la psychologie, Daniel Kahneman, qui rappelait toujours que le cerveau humain était biaisé vis-à-vis des statistiques. On ne supporte pas d'avoir à calculer des statistiques, on veut des certitudes, et ça, il y a un biais cognitif clair sur la recherche de certitude. Donc je crois que la question que tu poses, c'est la question qui a été évoquée à de nombreuses reprises lundi soir, de la confiance et de la manière dont on construit cette démocratie sanitaire. La façon dont les choses sont construites, encore une fois, explicitées. Nous sommes en Europe normalement protégés et de façon très efficace par le règlement général des données, qu'on appelle en résumé RGPD. La question fondamentale, c'est est-ce que toutes les institutions européennes, y compris les institutions françaises, y compris les institutions de santé, respectent bien sur l'esprit, pas seulement sur la lettre, les RGPD. Nous savons par expérience, certains d'entre nous, que nos données de santé, on nous demande en cliquant ou en cochant une case de les mettre à disposition, pour le meilleur, si on peut faire des découvertes, pour le pire, si elles doivent être exploitées de façon inappropriée. Mais ces instruments de la démocratie, nous devons les construire, nous devons essayer de profiter de la technologie en évitant le pire de la technologie. Et c'est grâce au Forum européen de bioéthique, c'est grâce à des journaux comme Médecine Science, je recommande à nos auditeurs ce journal de référence français qu'est Médecine Science, et le site de Médecine Science est ouvert et il y a beaucoup d'informations sur le Covid-19. C'est en posant sur la place publique comme un débat de la démocratie sanitaire la question du Health Data Hub et la question des conditions de mise en œuvre et de l'intérêt. Est-ce qu'il faut une structure centralisée? Est-ce qu'il faut une structure distribuée? C'est en mettant en place des instruments de surveillance. Comment le citoyen peut être informé et informé en temps réel de ce qui se passe dans ces structures. Donc, comment on fait réellement vivre notre démocratie et comment on la fait vivre en transparence, en n'ayant peur de poser aucune question, en n'ayant peur d'aucun lobby. Et je crois que le Forum européen de bioéthique fait œuvre utile dans cette démocratie sanitaire. Et encore une fois, je recommande à tous nos auditeurs, s'ils n'ont pas eu la chance d'assister à la réunion de lundi soir, de revenir sur le site du Forum et d'assister à votre conversation avec Jean-François Delfrécy, qui, à mon avis, était éclairante en bien des points sur ces éléments. Nous allons pouvoir clore la session. Je remercie tous nos orateurs pour ces excellentes interventions qui nous ont peut-être un peu éclairés sur des situations complexes qu'on rencontre tous les jours en pyjama à la maison et pour lesquelles on avait absolument besoin de pouvoir discuter. Nous allons nous retrouver à 16h pour l'innovation technologique en temps de crise, toujours sur le forum européen de bioéthique.eu. À tout à l'heure. Et merci à tous les orateurs.